Après, il nous est arrivé un petit péripétie à 40 minutes de Vienne. Il faisait très chaud, on s'arrêtait à un endroit pour remplir nos gourdes et en fait, il y avait des espèces de fontaines avec de l'eau très fraîche. Et donc, le contre-coup, chaleur, froid, Gaspard, il a été malade. Impossible de remonter sur son vélo. Et donc, on voyait l'heure qui tournait, sauf que nous, on avait réservé un Airbnb. Il n'y avait pas de boîte à clés. Et donc, le propriétaire nous attendait. L'enfer. Hello, hello! Aujourd'hui, je vous emmène en Autriche avec Clémence, Vivien et leurs enfants Agathe et Gaspard de 12 et 10 ans, une famille qui voyage à vélo depuis 5 ans. En août 2025, ils quittent Rennes avec leur vélo démonté dans des sacoches, direction Paris, puis un train de nuit jusqu'à Linz. Pas de réservation, une tente pour 4 et l'envie de descendre le Danube jusqu'à Vienne, entre camps improbables, une abbaye où les enfants reconstruisent des pans de château en Lego géants et des nuits dans les tavernes à vin de la région viticole. 300 km plus tard, Vienne les attend comme une vraie récompense. Si l'idée de dormir à 4 sous la même tente pendant 15 jours vous paraît impensable, cet épisode va vous faire changer d'avis. Ou pas. Vous écoutez Famille et Voyage, le podcast. Moi, c'est Stéphanie, maman de 2 grands ados. J'ai survécu aux crises dans l'avion et aux négociations dignes du GIGN pour avancer de 3 mètres. Ici, vous entendrez de vrais parents raconter leur vrai voyage en famille, sans filtre. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous et mettez 5 étoiles, ça m'aide vraiment. Et souvenez-vous, les voyages en famille ne durent qu'un temps, alors profitons-en. Allez, c'est parti pour le carnet de voyage de Clémence en Autriche. Hello Clémence! Hello Stéphanie! Comment ça va? Super, écoute, je suis ravie d'être là. Je suis ravie que tu sois là avec nous pour nous raconter un chouette voyage un peu différent des voyages habituels, donc je ne vais pas spoiler, on en parlera après. Est-ce que, avant de partir, tu peux te présenter ta famille et le type de voyageur que vous êtes, s'il te plaît? Clémence, j'ai 41 ans, je suis mariée à Vivien et puis nous avons 2 enfants, Agathe et Gaspard, qui ont 12 et 10. Quel type de voyageur vous êtes? Alors, on a toujours voyagé déjà avant d'avoir les enfants, plutôt sac à dos, sans trop réserver, c'est plutôt notre style. Et puis, depuis qu'on a les enfants, on a continué aussi à voyager. Et depuis 5 ans, on fait des voyages en vélo. C'est plutôt ça, notre truc maintenant. Vous avez commencé donc quand les enfants avaient quel âge? Avaient 5 et 7. L'objectif, c'est qu'ils soient autonomes sur leur vélo. Oui, à 5 ans, c'est un peu plus compliqué. C'était un peu osé, mais c'était le premier. Donc, tu disais que vous voyagez depuis toujours avec les enfants. Donc, avant, c'était aussi, avant le vélo, sac à dos, je réserve rien et on voit ce qui se passe? Voilà, ou alors c'était aller retrouver de la famille parce qu'on a eu la chance d'avoir de la famille qui était un peu voyageur ou qui était expatriée, donc ça a commencé comme ça. Mais du coup, on a toujours eu ce goût-là et même avec des enfants, on a continué à satisfaire, on va dire, ses envies et pas forcément loin, hein. Cette envie d'être dehors et d'aller découvrir, voilà. Ça nous a toujours accompagnés. Ok. Et on va partir à vélo alors. Ah bah trop bien. Allons-y. C'était où? C'était quand? Alors, on est parti sur les bords du Danube, en Autriche, en août 2025. L'année dernière, on est parti 15 jours, en comptant le transport. L'objectif, pourquoi l'Autriche? Parce qu'on avait envie de visiter Vienne. On aime l'histoire. Et du coup, ça faisait partie des villes qu'on avait envie de découvrir. Et on s'était dit, pourquoi pas embarquer les enfants là-dedans, sachant que notre aînée, donc Agathe, a commencé l'allemand au collège. Et du coup, c'était aussi une façon d'aller entendre l'allemand, sachant que ni Vivien ni moi ne parlons allemand. Ah bah super, donc c'est elle qui a traduit tout le voyage, c'était nickel. Voilà, c'était nickel, dans le grand bain. Ça lui a plu de parler allemand? Ouais, ça lui a plu, ça a donné envie à son petit frère de s'y mettre. Du coup, on avait acheté le petit guide de conversation. Enfin voilà. Ah, trop bien. Comment tu l'as organisé ce voyage? Notre objectif, c'était de partir sans avion. Ça fait aussi partie de notre philosophie. On essaye, hein. On n'est pas, voilà, mais de se dire, si on prend l'avion, la fois d'après, on essaye de faire en sorte de pas le prendre, donc d'équilibrer. On est parti en train. Donc, on habite Rennes. Donc, on a fait un premier trajet Rennes-Paris avec nos vélos. Donc, en fait, c'est ça Ah oui, c'est pas simple. C'est ça le côté logistique qui est la partie la moins sympa, on va dire, du voyage. Parce que il faut savoir que dans les TGV, il y a 3 places disponibles pour les vélos. Vous êtes 4. Pour l'ensemble du TGV. Donc, en fait,
Nous, on est 4, donc déjà, c'est mort. Quand on réserve 4 billets et qu'on met 4 vélos, d'office, on n'a pas de place. Donc, on démonte nos vélos. Oh la vache! Qu'on met dans des sacoches. Enfin bref, donc je te passe les détails. Ah, et il n'y a pas moyen d'appeler la SNCF en disant vous êtes gentil, on a 4 vélos, on fait comment? Non. Donc tu démontes. Donc du coup, c'est gratuit. C'est un peu sournois, parce qu'ils te disent que c'est gratuit, sauf qu'en fait, t'imagines ton vélo dans la housse qui prend de la place que tu dois mettre à l'endroit des bagages, sauf que t'as tout le monde qui arrive et qui met sa valise par-dessus. Enfin bref. Donc ça, c'est pas terrible. Donc on a on a 2 sacoches chacun. Maintenant, les enfants portent leurs affaires. Donc chacun a 2 sacoches en format sac à dos pour avoir les mains libres pour porter les vélos. Donc on arrive à Paris, changement de gare, on remonte les vélos, on monte sur nos vélos, direction gare de l'Est, gare du Nord, et on prend le train de nuit pour Linz. Avant de rentrer dans le détail de ce qui s'est passé ensuite, enfin de votre voyage en lui-même, ça prend combien de temps de remonter un vélo? Ça prend 2 minutes. Ah bon, d'accord. On est entraînés, donc chacun a son rôle. Donc Vivien démonte la roue. Moi, je sors les sacoches, il donne la roue à un des enfants. Moi, je mets le vélo existant dans la sacoche que je rapproche de l'entrée du wagon, quoi. Et il y a un enfant qui est dans le train parce que lui, il réceptionne ce qu'on lui donne. Waouh! Ah oui, c'est de l'organisation, dis donc. C'est de l'organisation. Et puis, il faut que les gens acceptent de nous laisser un peu de place aussi. C'est un peu sport. C'est pas très agréable, honnêtement. Oui, et puis il faut des vélos qui se démontent. Donc, tu démontes la roue avant. Et nous, c'est des sacoches assez basiques que tu trouves chez Decathlon. Et après, ça se remonte. C'est assez facile. En fait, c'est plutôt le côté un peu stress où on t'annonce le quai du train 20 minutes avant. Donc, t'as beau être là super en avance, en fait. T'arrives sur le quai, tu démontes ton truc, t'as tout le monde qui court, qui veut monter. Donc, t'as pas forcément de place. Donc, ça, c'est pas cool. Par contre, arrivé au train de nuit, nous, on avait réservé, tu sais, l'ensemble du wagon, de la couchette. Donc, t'as 6 couchettes. Et à ce moment-là, on peut mettre nos vélos emballés dans une des couchettes. Ah, mais ça s'organise, effectivement. Mais ça s'organise. Puis, voilà, il faut juste savoir, quoi, qu'il y a que 3 places dans le TGV. Et dans le train de nuit, c'est 4. Je crois que c'est une de plus. C'est pas beaucoup, hein. Mais voilà. Donc, on a eu quelques frayeurs sur cette partie logistique parce que arriver à Paris pour prendre le train de nuit, ils voulaient pas nous laisser monter parce qu'on était trop chargés. Et donc, t'as l'espèce de... Alors, comment vous dire? Tu commences tu transpires, t'as payé tes billets, t'es là, mais c'est pas possible, on peut pas monter. Enfin, voilà, on peut pas laisser les enfants dans le train, avec nous sur le quai avec les vélos. Ça ne fonctionne pas. Bon. Ça fonctionne pas. Merci la SNCF, comme d'habitude. Ouais, mais si tu te dis, c'est quand même dommage, hein. Le train de nuit, c'est l'aventure, en fait. L'aventure, elle commence déjà là. Et l'aventure, elle commence dans l'organisation, visiblement. Oui. C'est pas simple. Pour ton itinéraire, comment tu t'es organisé? Comment tu as géré tes étapes? Non pas, je vais faire ça à tel endroit, mais comment tu les as trouvées? Comment tu l'as construit, cet itinéraire? Du coup, on part toujours sur une ville d'arrivée. On se dit, voilà, on a envie d'aller visiter cette ville. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de cette ville en suivant une voie de chemin de fer, pas trop loin. L'objectif, c'est comme ça, en disant si jamais il y a un problème. Et puis, on voulait aller le long du Danube. Donc, on a acheté des guides. On s'est dit, on sait qu'on part aller peut-être 12 jours de vélo. Grosso modo, c'est ça. On fait en moyenne 40 km par jour, sachant qu'il y a certains jours où on s'accorde de ne pas faire de vélo pour visiter ou autre. Donc, on calcule comme ça et puis on remonte. Et puis, on regarde quand même sur Internet les villes qui ressortent, où est-ce qu'il y a des choses à voir. Et en fait, il y a plein de guides qui sont faits sur le Danube. Hein. C'est des routes historiques de vélo. Donc, en fait, quand tu commences à regarder, on te dit les villes, étapes un peu sympas, les endroits où il faut s'arrêter. Le plus dur, c'est de choisir, quoi, finalement. Le plus dur, c'est de choisir, tout à fait. Puis nous, on aime la nature, mais on aime aussi la ville avec des choses à voir. Donc, il faut satisfaire un peu ces 2 envies. Du coup, c'est comme ça. Et puis, par contre, l'avantage de ces pays-là, c'est que t'as pas besoin de réserver. Donc, nous, on y va en camp. On part avec une tente, hein. On part avec des sacs de couchage. Donc, voilà, parce qu'on ne réserve pas. Du coup, on sait globalement les villes où on veut passer. On se dit que on passe une nuit au minimum dans ces villes-là. Et s'il faut moduler, passer une 2e nuit pour X raisons, on se laisse cette souplesse-là. Le tout premier voyage, on avait tout réservé à l'avance parce que les enfants étaient plus petits et ça nous rassurait. Et en fait, c'était un enfer. Parce qu'il fallait y aller, quoi. Il fallait y aller, voilà. Et qu'il y a des jours où finalement, c'est dommage, ou parce qu'il fait trop mauvais, ou parce qu'on a un coup de mou, ou parce que pour X raisons, en fait, on a envie de rester là où on est, ou on doit s'arrêter plus tôt parce qu'on est trop fatigué, ou parce que... Et donc, pour cet itinéraire-là, vous avez à la fois campé et été dans des hébergements? Oui, on a fait les 2.
Eh ben, écoute, est-ce que tu peux commencer par nous donner ton itinéraire, justement, les étapes, sans rentrer dans le détail, juste pour qu'on essaye dans une carte mentale qu'on a tous de l'Allemagne et du Danube, où est-ce que vous êtes passé? Donc, Linz, c'est au nord-ouest de l'Allemagne, au nord de Vienne. Et donc, on a descendu jusqu'à Vienne. Donc, on a fait Linz, donc on est arrivé en train à Linz. On a descendu jusqu'à Au, qui est le long du Danube, qui est une ville en soi qui n'a pas d'intérêt. Mais c'est vraiment une ville en pleine nature, au bord du Danube et au bord d'un grand lac. Du coup, c'est un peu la ville étape, on va dire, où tout le monde s'arrête avant d'enchaîner sur la suite. Donc là, c'était en mode camping, en pleine nature, super. Un grand camping, pour le coup, mais avec des espaces bien distincts. On a fait une nuit là. On est parti à Grain. Super. Une ville avec un château magnifique, historique. Donc 2 jours là. Après, on est parti à Melk. À Melk, c'est une grosse abbaye sur les hauteurs qui vaut le coup d'œil. Après, on a voulu aller dans la partie viticole qui s'appelle la Wachau. Wachau, voilà. Oui, j'ai fait allemand aussi. Voilà, moi j'ai pas fait allemand, donc la Wachau, magnifique, des paysages de dingue. Donc ça, c'était un des moments préférés du voyage. Ensuite, Krems, Tulln et Vienne, avec quelques jours à Vienne pour visiter Vienne. Ah bah oui, quand même. C'était la récompense. C'était la récompense. Mais c'est pas la philosophie de tous les voyageurs qu'on rencontre, donc c'est assez marrant d'ailleurs. Bah, tu nous diras au fur et à mesure alors. Eh ben, hop, on rembobine. Ce train de nuit, déjà, on reprend au début. Premier voyage en train. Moi, ce qui m'amuse, c'est plus d'arriver au train de nuit. Comment ça s'est passé avec les enfants? Est-ce que vous l'aviez déjà fait? Est-ce qu'ils ont aimé, etc., etc. On avait déjà pris le train de nuit 2 fois pour aller en Hollande et puis pour aller à Berlin. C'est quelque chose qu'on aime bien et eux adorent et on a nos petites habitudes, si je puis dire. En gros, les filles sont en haut, dans les couchettes du haut, les garçons en bas. C'est comme ça. Pas moyen de négocier. Bah, en fait, nous, on aime bien être en haut, on préfère être en bas. Ok, bah nickel, si tout le monde est content. Voilà, je pense que ça rassure Gaspard d'être en bas, pas très loin de la porte. On part toujours avec des jeux, des petits jeux de cartes. Donc, ça fait partie un peu des rituels où on commence un peu la soirée, parce qu'en général, le train vers 19h, quelque chose comme ça. Donc, on fait des petits jeux, on dîne dans le train, on s'est pris un pique-nique, et puis on se couche assez tôt en général, parce que c'est des journées un peu riches en émotions, de transport. Bah, tu m'étonnes. De stress. Mais oui, là, c'est bon, c'est le début du voyage. Vous êtes posé et ça Voilà, ça va c'est le le faire. début du voyage, et une fois qu'on est dedans, on se dit que c'est bon. Le plus dur est fait, on va dire. Donc ça se passe super bien. Il faut juste pas rater l'arrêt. C'est pas le terminus. Il était à quelle heure cet arrêt-là? On est arrivé à 5h30 du matin. Ah oui, c'est tôt. Donc là, on avait prévenu la chef de bord qui parlait un peu anglais, français. Enfin bon, donc on a pu comme on peut lui expliquer qu'on descendait à Linz et qu'il fallait qu'elle nous réveille si on n'était pas réveillé, parce qu'en général, il y a souvent des décalages, on est un peu en retard ou un peu en avance. Donc on a beau mettre un réveil, il faut prévoir un peu de temps, le temps de descendre, de se rhabiller. Mais oui, avec tout votre barda. C'est ça. Et donc elle a été super. Elle nous a apporté un petit déj. En général, on a un petit pain avec un peu de beurre et de la confiture et une boisson chaude. Et puis, elle nous a aidé à descendre les affaires des wagons. Ah, hyper sympa. Ouais, hyper, vraiment très sympa. Et donc, nous voilà sur le quai et il n'y a plus qu'à remonter les vélos, mettre les sacoches et c'est bon. Et c'est le début, le début, la suite, mais le début de l'aventure à vélo. C'est ça. Et puis, on arrive, la ville est un peu morte, il fait encore nuit, on arrive dans une gare. Oui, à 5h du matin, tout le monde dort. En général, on essaye de se trouver quand même un petit café pour atterrir et puis se dire que on commence par quelque chose d'un peu chaud et un peu consistant qui nous fait plaisir. Il faisait quel temps d'ailleurs? Il faisait frais, mais avec du soleil. Donc ça, c'était plutôt bien parce que c'est pas ce qu'on a eu tout le long du voyage. Ah bah tiens. Ah bah oui, mais on fait les malins, aller en Allemagne, en Autriche, tout ça. Mais c'est bien connu qu'il fait pas hyper beau. Non, il fait pas hyper beau. Mais en même temps, il fait pas trop chaud. Et c'est quand même un confort parce que on a terminé avec la grosse chaleur et c'était pas la même. Donc, quand il fait un peu frais ou voilà, c'est sûr faut pas que ce soit le déluge ou le vent est hyper gênant aussi en vélo. Donc là, non, on a trouvé un petit café, on s'est posé et puis après, direction un petit camping qui était assez marrant, qui était dans un club de kayak. Donc en fait, c'était un endroit un peu improbable au bord du Danube, pas très loin du centre-ville. Il y a une salle commune du club de kayak avec des coupes et tout ça, une partie un peu cuisine commune, des sanitaires et après un espèce d'herbe, gazon quoi, un petit gazon où les gens posent leur tente. Chacun où il veut. Voilà, il veut, on paye juste sa nuit, chacun où il veut. Mais vraiment pas très grand, avec une petite pergola pour s'abriter et voilà.
Donc, on arrive là, personne. On se dit, bah, ok, on va poser notre tente, on verra bien. Puis en fait, ça se remplit au fur et à mesure de la journée. Donc, on s'installe et puis on va se balader un peu dans la ville. C'est une ville assez historique. C'est la 3e ville d'Autriche, hein, donc c'est quand même une grosse ville. Et puis là, on prend un peu le pouls, on écoute, on se dit que ça y est, on est ailleurs, quoi. En fait, assez vite, même si ça ressemble à chez nous, ne serait-ce que d'entendre une langue différente, on est assez dépaysé, donc c'est cool. Et puis, fier d'y être arrivé. Il y a quand même ce sentiment à chaque fois de se dire, bah cool, on a réussi à être là où on veut commencer l'aventure, quoi. Bah ouais, carrément. Mais d'ailleurs, j'aurais dû te la poser avant cette question, mais vous campez, mais donc ça, c'est aussi dans vos sacoches? Comment c'est possible? Ça fait beaucoup de choses quand même dans des sacoches. En fait, on a une petite tente de trek, donc pas très haute, pour 4. Donc, on dort tous les 4 dans la même tente. Voilà, c'est un choix. Pour l'instant, c'est comme ça. Au début, on a commencé autrement et on s'est rendu compte assez vite que c'était pas ce qu'il nous fallait. Parce que, enfin voilà. Donc maintenant, les enfants, ils portent chacun leurs affaires. Hein. Donc déjà, nous, on a que la tente. Chacun porte son sac de couchage hyper compact et son tapis de sol. Et donc nous, après, on a la popote, le réchaud. Mais oui, ça fait quand même vachement de choses. Mais par contre, on est très light sur les vêtements parce que dans les campings, il y a toujours des machines. Donc on arrive toujours à laver. Et puis, on se rend compte qu'on met toujours un peu la même chose, en fait. Donc, j'ai quand même du mal à comprendre comment ça peut rentrer dans des sacoches, tout ça. Parce que le matériel de camping, ça prend de la place aussi. Bah, en gros, tu considères que tu as une sacoche où tu mets ton linge, ton nécessaire, voilà. Et l'autre sacoche qui va plutôt être sur du matériel de réparation de vélo, qu'on se répartit entre Vivien et moi. Il y en a un qui prend la tente, l'autre qui prend la popote. Et vous avez des sacs à dos aussi? Non, on n'a pas de sac à dos. Ah ouais, vous savez compacter vos trucs. Bah, on a appris, hein. Au fur et à mesure, on a appris. Mais du coup, un t-shirt, le legging de vélo, ça prend pas de place. Un pantalon pour le soir. Et c'est sûr que tu te mets pas, voilà, tu fais pas de l'élégance, hein. Tu sors pas la robe de soirée et les talons. Non, Ça, ça c'est sûr. fonctionne pas. Une paire de tongs et une paire de chaussures fermées, et voilà. On reprend le cours. Donc, vous êtes à Linz. Nous sommes à Linz, ouais. Donc, une balade la journée, voilà. Et puis, on se pose un peu au camping. On a besoin de prendre un peu nos marques, échanger avec les gens qui commencent à arriver. Il y a des familles qui arrivent. Donc, voilà, c'est toujours aussi sympa de commencer à discuter avec les gens. Qu'est-ce que tu vas faire comme itinéraire? Tu viens d'où? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui venaient d'avant, Linz, et qui louaient leur vélo sur une ville un petit peu avant. Voilà, c'est toujours un moment un peu sympa avant de se lancer, de comparer un peu les itinéraires. Donc ça, c'est un moment important. Première nuit, et puis le lendemain, c'est parti. La nuit, sous la tente, sous la le pluie. tapis de sang. Grosse soirée sous la pluie. Donc heureusement qu'il y avait une salle commune où on a pu aller se mettre au chaud après avoir fait notre petite tambouille. Ça c'est important, où on peut ne serait-ce que recharger son téléphone, c'est bête, mais du coup on n'a pas d'électricité, donc en fait voilà. Donc vous vous réveillez dans quel état? Vous êtes fatigué? Non, excitée. Ça s'annonce chouette. La première nuit s'est plutôt bien passée. En fait, quand on est tous les 4 dans la même tente, on est bien, quoi. On a notre petit cocon, on a nos petites habitudes, je pense. J'ai jamais trouvé que c'était confortable de dormir par terre sur un tapis de sol, moi, mais bon. On peut pas dire que ce soit très confortable, mais quand t'es fatigué, en fait, tu dors. Tu dors. Très bien. Alors, c'est parti. Allez, vous montez, vous prenez vos vélos et ça y est. On prend nos vélos et là, t'es le long de l'eau et puis très vite, il y a plus de voitures, en fait. C'est ça qui était très agréable avec le Danube, c'est qu'assez vite, tu vois plus de voitures, t'es vraiment le long de l'eau, la nature, et tu vois t'entends plus rien. Donc ça, c'est vraiment super. Ça, c'était voilà quelque chose de fabuleux, quasiment tout au long de la route. C'est vraiment ouais, tu te déconnectes, quoi. Et ce qu'on aime en vélo, c'est cette possibilité d'être tout seul et de partir dans tes pensées. En même temps, par moments, on se met en binôme. C'est l'occasion de raconter des choses, voilà, il y a tant de confidence. En termes de sécurité, c'est génial, donc tu peux laisser les enfants rouler devant. Donc ça, c'est vraiment royal, quoi. Et c'est très appréciable, donc c'est beau, c'est très vert. Il fait pas très chaud, c'est plat. Puis comme il y a de l'eau, t'as toujours des hérons, t'as des oiseaux, t'as des choses à regarder. Tu croises du monde, mais pas tant que ça. Et puis en fait, en fonction des villes où tu veux aller, t'as 2 bordures. Donc t'as le nord ou le sud du Danube, et donc tu choisis le côté sur lequel tu veux rouler en fonction des villes dans lesquelles tu veux aller. Donc, tu peux passer d'une rive à l'autre, soit par des petits bateaux, soit par des ponts. Donc, c'est assez sympa aussi. Voilà. Donc, vraiment dépaysant. Et puis, je pense que c'est le tronçon, moi, que j'ai préféré, presque. Parce que très vert, t'es à la fois sous les arbres, en même temps, tu passes au milieu des champs. Et donc, c'est assez large. C'est très large, en fait, le Danube. Donc, t'as
c'est pas très étroit, c'est beau, tu vois loin, puis t'as pas de bruit. En fait, ça, c'est vraiment un truc assez magique, quoi. Ça, c'est du luxe. Ça, c'est du Ça luxe. n'existe pas, en vrai. Non, en vrai, non. Et du coup, tu déconnectes vite. T'es vraiment ailleurs, quoi. Et vous avez croisé d'autres familles? Et on a croisé d'autres familles, mais les premières qu'on a vraiment croisées, c'est dans la ville d'après, la ville de Grain, où là, on a vraiment pris du temps. On a dîné avec des familles qui étaient à côté de nous. Voilà, donc c'était le premier endroit où on a vraiment commencé à sympathiser avec des gens qu'on a retrouvés dans différents campings le long du Danube, en fait. C'est ça qui était sympa aussi. Sur cette première journée de vélo, vous avez fait une 40aine de kilomètres, comme tu l'as dit. Vous vous arrêtez, j'imagine, pour pique-niquer. On s'arrête toujours pour pique-niquer. On a un pique-nique toujours. Et vous l'avez acheté quand? À Linz, avant de partir. On essaye de prendre un petit déj salé pour tenir un maximum le matin et déjeuner le plus tard possible. Et on part avec un pique-nique et on a pas mal de tout ce qui est barres de céréales, fruits secs dans nos petites sacoches de guidon. Elles sont sans fond, en fait, ces sacoches. C'est-à-dire que bientôt, tu vas me dire, on avait une baignoire aussi. C'était super. Le sac de Mary Poppins. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye de faire et en fait, on aime bien du coup prendre ce petit déj salé. C'est quand même le pays de la saucisse. Enfin voilà, ça s'y prête. Une bonne saucisse le matin, ça donne de l'énergie. Et en fait, tu fais tes 2-3 courses la veille et puis tu as de quoi faire des sandwichs. Et au fur et à mesure, tu as toujours des petits endroits où tu trouves... Et puis, on s'autorise 2-3 restos quand même, mais plutôt le soir du coup. C'est la récompense aussi de la journée. Et quelque chose de chaud. Et donc, vous arrivez à Ao. Donc, cette ville, entre le Danube et un énorme plan d'eau qui n'a, en soi, la ville n'a pas d'intérêt, mais on est vraiment dans la nature. Et là, c'est un peu, voilà, comme je disais, le passage obligé pour commencer la route. Donc, il y a du monde. C'est un gros camping, mais c'est assez bien fait parce qu'il y a une partie bungalow, donc en dur, et une partie que pour les tentes. Donc, on est bien séparés. Et donc, du coup, t'as pas l'impression d'être dans un truc énorme. Donc, c'est plus agréable. Et là, avec des grands espaces de jeu pour enfants, des tables en bois partout. Donc, nous, on n'a pas de table. Donc, c'est aussi confortable de pouvoir s'asseoir. Comment ça, t'as pas de table dans tes sacoches? Enfin, tu fais pas d'efforts. Ouais, c'est ça, les petits sièges et tout ça. Mais oui. Donc, c'est plutôt bien conçu. Parce que tu as des petits abris en bois aussi où tu peux te mettre quand il pleut, parce qu'il a plu, il a commencé à pleuvoir au moment où on a sorti l'apéro. Donc ça, c'était moins bien. Mais les enfants ont fait une première rencontre avec une famille écossaise super. 2 garçons qui sont hyper sportifs. Eux, ils font du vélo de route, donc ils ont l'habitude de rouler. Et c'est une famille qu'on a retrouvée plusieurs fois et avec qui on est resté en contact. Donc, c'était vraiment voilà, une belle soirée dans un endroit qui, en soi, n'a pas un intérêt dingue. Mais en termes de rencontres, super. Et puis, encore une fois, ces espaces de jeu pour les enfants, c'est quand même chouette qu'ils puissent aller se défouler, même après avoir beaucoup pédalé. Mais c'est ça. S'ils n'étaient pas encore assez crevés, ça tombe bien. Voilà. Mais en fait, c'est un temps de jeu. Et on s'est rendu compte que ça fait partie des choses indispensables pour que les journées se passent bien. On n'a pas cette volonté de rouler pour rouler. On a croisé des familles, c'est une autre philosophie. Et en fait, c'est des gens très sportifs avec un besoin de faire un nombre de kilomètres. Et nous, c'est plutôt un moyen de se déplacer pour aller visiter et découvrir des choses. Donc, en fait, c'est des approches complètement différentes. Mais c'est assez marrant du coup d'échanger, tu vois. Mais du coup, ils ont des enfants qui doivent suivre. Et quand tu as des petits dans des remorques qui toute la journée sont assis dans une remorque, le soir, c'est des piles électriques et c'est un enfer, quoi. Chacun gère ses enfants comme il veut. Mais du coup, voilà, c'est assez marrant de comparer un peu ces approches. En même temps, c'est bien qu'il y ait des remorques pour justement les petits. Quand t'aimes faire ce genre de vacances, c'est le moyen de les emmener tous, quel que soit leur âge. Mais oui, effectivement, il faut peut-être un peu plus de temps de défoulement le soir pour les petits, ouais. Bon, on continue. La nuit se passe bien? La nuit se passe bien. Et là, dans mon souvenir, il pleuvait pas la nuit. C'était vraiment le temps de l'apéro, du dîner, quoi. Et le lendemain, c'est reparti. Et le lendemain, c'est parti, grand soleil. Ça, c'était la journée, je pense, c'est celle-là, la journée la plus belle. Direction Grain, qui est une ville historique avec un château sur les hauteurs. Et là, c'était un mélange de routes à la fois dans la forêt, donc un peu plus étroite, des petits sentiers, puis tu te retrouves sur quelque chose de plus large le long du Danube. Enfin, cette alternance de paysages est vraiment chouette. Et en fait, tu pourrais t'imaginer que c'est toujours la même chose, mais en fait, c'est très varié. Et encore une fois, sans voiture. Donc ça, c'est juste génial. Donc on arrive, donc pareil, on pique-nique sur la route, et puis on arrive
à l'entrée de cette ville avec une vue sur le château, sur les hauteurs, la ville qui est vraiment au bord du Danube. Donc, il y a toujours cette eau. Moi, j'aime bien les villes dans lesquelles il y a de l'eau et je trouve que ça donne une dimension un peu particulière. C'était une ville avec un port assez riche. Donc, il y a encore cette ambiance un peu maritime qu'on peut retrouver. Là, un petit camping vraiment à l'arrivée de la ville, au bord du Danube, dans lesquels tu n'as pas besoin de réserver. Donc ça, c'est aussi un confort. C'est que en fait, tu arrives et tu as des espaces réservés pour les tentes. Donc, tu n'as pas d'emplacement, mais du coup, tu mets ta tente là où il y a de la place. Faut qu'il y ait de la place. Voilà. Mais bon, on n'a jamais eu de souci, il y a de la place. Nous, on essaye de viser, tu vois, une arrivée vers 16h en général pour avoir le temps de se poser, que les enfants puissent faire autre chose, d'aller se balader dans la ville et de pas arriver à l'arrache où t'es fatigué, il faut encore monter le campement, il faut faire le repas, tout ça. Donc voilà, on essaye de partir un peu tôt et de pas arriver tard pour que ce soit un peu plus confortable et qu'on ait, du coup, on a de la place. Oui, et que tu profites. Tu profites, tu découvres les environs, la ville dans laquelle tu es. Et là, on décide de rester 2 nuits dans cette ville-là parce qu'on voudrait visiter le château. Le lendemain, c'est une ville avec un théâtre reconnu par l'UNESCO avec la salle la plus petite d'Autriche. Donc, on s'était dit que c'était l'occasion, enfin voilà, de prendre le temps. Et en fait, cette ville nous a plu, on y était bien. On a pris le temps de la visiter. C'est des petites villes un peu pavées, des petites ruelles un peu pavées. Et c'est vraiment un très beau château avec dedans, il faut imaginer une salle, une grotte recouverte de coquillages complètement, du sol au plafond. Magnifique. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller dans le château. Puis on te raconte l'histoire de la ville, justement, avec l'histoire du port et tout ça. Donc c'est assez intéressant. Et puis on était tout seul. Et le théâtre, c'est aussi sympa parce que on découvre donc cette toute petite salle de spectacle où on retrouve le système de réservation. Donc en fait, il faut imaginer que c'est des petits sièges en bois avec un système de clés. Et donc quand tu loues ton siège à l'année, tu as un système de clés pour pouvoir ouvrir ton fauteuil et t'installer. Enfin, tout ça, on découvre. Ah, c'est fun. Génial. Ouais. Et puis, la salle des costumes, dans laquelle tu peux aller et essayer les costumes. Oui, ça aussi, c'est original. C'est ludique. Du coup, c'est un moment sympa que tu partages, que t'as pas l'habitude de faire. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et là, on a rencontré 2 familles françaises, des Bretons aussi, qui, eux, partaient 4 mois, entre cousins. Et donc, du coup, on a passé la soirée avec eux. Donc, c'était sympa. Et du coup, c'est l'occasion aussi pour les enfants d'aller jouer avec d'autres enfants. C'est aussi important parce que sinon, c'est vrai qu'on est tous les 4, quoi. Donc, il y a un moment... Bah ouais, c'est sûr. Ouais. Le camping sert à ça. Le camping sert à ça. Ils sont autonomes. C'est assez grand, mais en même temps, c'est sécurisé. Et puis, chacun peut avoir son espace, en fait. Tu peux aller bouquiner à un endroit, les autres peuvent aller jouer. Enfin, je trouve que ça permet effectivement à chacun d'avoir un peu son espace parce qu'après, t'es vite confiné dans la tente. En même temps, on est assez fatigué finalement le soir. On se couche aussi avec le soleil. Donc voilà, c'est plutôt... non, c'était vraiment chouette. Ça, c'est vraiment une ville, un des stops vraiment super que je recommande. Eh ben, on continue. On va où après ? Après, on va à Melk. Là, c'est une route un peu différente. On se retrouve au milieu des maïs. Donc, c'est assez sympa. Il faut imaginer des champs de maïs, donc avec des maïs assez hauts. Et donc, quand tu es sur ton vélo, le maïs te dépasse. Donc, t'es vraiment, c'est drôle. C'est un environnement complètement différent. Donc, tu passes du champ de maïs à l'eau, voilà. Donc, ça, c'est drôle. Et puis, tu sens que t'approches, ça fait un peu comme les Tyrol avec les montagnes. Enfin, ça commence à être un paysage très différent. Et à Melk, il y a une grosse abbaye sur les hauteurs qui vaut le coup d'œil. Si on aime l'histoire, il y a un mélange de baroque. Enfin, c'est assez sympa. C'est une ville tout en hauteur, donc c'est tout piéton mais en hauteur. Et là, on arrive sous la pluie dans cette ville-là. Donc, il faut imaginer qu'on a fait différents stops dans la journée et qu'il ne faisait pas beau. Et on a retrouvé nos Écossais qui, eux, allaient dormir en dur. Ils avaient trouvé une chambre chez l'habitant. Ils en avaient marre du camping. Ils en avaient marre de la pluie, je crois. Et donc, on les a retrouvés à Melk. Et puis, donc, voilà, on a dîné ensemble un des soirs. Et on a trouvé une petite boucherie en plein centre-ville qui avait des tables en bois sur une place. Et en fait, on rentre. Donc, au début, tu te dis, je vais prendre mon jambon, je sais pas trop quoi. Et en fait, ils proposent à la coupe des choses à manger sur place. Donc, c'est hyper simple, mais c'est très local. Donc, tout le monde prend sa bière, tu manges ta saucisse,
tu manges ton escalope viennoise, là, Bah oui. typique, voilà. Donc, tout ça dans la bonne ambiance. Et c'est pareil, le lendemain, on avait quand même envie, avant de reprendre la route, d'aller visiter l'abbaye. Donc, c'était prévu aussi dans le timing de se dire, bah, on se lève un peu plus tôt et puis on va visiter avant de reprendre la route. Ça vaut vraiment le coup, quoi. C'est vraiment une ville-étape importante. Quand on aime l'histoire, c'est vraiment chouette. En fait, je remets les images et c'est vrai qu'on était souvent en tenue de pluie, plutôt en fin de journée. C'était souvent au moment où on arrivait et on allait se poser que, voilà, il pleuvait un petit peu. Donc, c'était plutôt confortable la journée parce que t'es pas en tenue de pluie toute la journée. Mais c'est vrai que le soir, c'était un peu plus frais et un peu humide. Ensuite, donc, notre choix, c'était d'aller dans la région viticole. En termes de paysage, c'est juste dingue. Il faut imaginer des terrasses de vignobles, donc très vert. Par contre, il y a plus de routes. Donc là, on a commencé à retrouver un peu de voitures. Donc ça, c'était moins agréable, mais c'était notre choix. Sinon, il fallait aller de l'autre côté du Danube, mais du coup, on ne traversait pas cette région-là. Mais voilà, il faut le savoir, c'est moins agréable en termes même de sécurité. C'est assez étroit, il y a des voitures, mais voilà, c'est beau. Mais c'était pour la beauté ou pour aller boire un coup? Oh, les deux. C'était les deux. C'est vraiment, ouais, c'est du bon vin blanc. C'est la région de l'abricot. C'est un fruit qu'on va retrouver dans pas mal de choses de cuisine, que ce soit dans du dessert ou dans du salé. Donc ça, c'est pareil, on ne savait pas du tout. Ça a été la découverte. Tu passes des champs d'abricots. Donc super. Et puis, c'est la tradition des Heuriger. Donc, c'est les tavernes tenues par des vignobles qui vendent leur propre vin. Donc, tu peux dormir dans ces tavernes-là. Certaines proposent des repas et elles ont toutes au-dessus de leur porte, en signe d'enseigne, une espèce de branche de sapin. Donc, c'est assez marrant, des Heuriger familiales ou pas. Et donc là, on a dormi dans un Heuriger en dur. Donc, la joie de retrouver un matelas, une couette. Oh, le kiff. Mais après, t'as plus envie de faire du camping quand t'as retrouvé ce confort. Tu te dis que t'en auras après à Vienne. Le prochain, ça sera Vienne. Ah, c'est pas tout de suite Vienne. Mais c'était bien parce que tu vois, on avait enchaîné un peu la pluie. Du coup, c'était au milieu. C'était un cadre très, très différent. Donc, c'est pareil. En fait, c'est quand même assez sympa. Et puis là, il y a des ruines. Donc, on arrive dans la ville de Spitz avec un château sur les hauteurs complètement en ruine, mais assez bien conservé. Et donc là, tu as des chantiers de rando qui partent tout autour de ce château. Et donc, on pose nos affaires dans le Heuriger et on va faire un peu de rando, découvrir ces ruines. Et là, c'est pareil, tu pars dans un imaginaire qui est quand même assez dingue, avec cette vue sur le Danube, les vignes, enfin, c'est juste dingue. Donc ça, c'était un très bon moment. Et puis, on dîne dans un Heuriger qui paie pas de mine. En fait, il faut imaginer que tu rentres dans une espèce de taverne un peu sombre et après, tu as des tables au milieu des vignes. Donc, en fait, c'est vraiment, tu as plein de tables au milieu des vignes. C'est les gens génial. dînent au milieu des vignes. C'est très simple, hein, c'est des espèces de planches de charcuterie, de fromage et tes verres de vin. Mais voilà, au milieu des vignes. Enfin, c'est juste. S'il pleut pas. S'il pleut pas. Il pleuvait pas. Il faisait très beau ce soir-là. Donc, génial. Voilà. Donc, ça, c'était vraiment un super moment aussi. Pas hésiter à pousser la porte parce que l'extérieur, vraiment, ça paie pas de mine. Enfin, celle dans laquelle on est allé. Donc, ça, c'était bien. Bonne nuit. Les enfants, je crois qu'ils ont même fait un petit dessin animé. Enfin, tu vois, les joies simples de Royal Palace, quoi. Le petit déjeuner dans le Heuriger avec la confiture d'abricot, bien sûr. Une très belle découverte. Donc, la route est pas top pour y aller, mais ça vaut vraiment le coup. Et après, on est parti à Krems. Krems, c'est une ville universitaire. On se rapproche de la Basse-Autriche, donc on change un peu de style aussi. C'est une ville qui est historique et là, on a eu la chance de dormir à l'université. On a galéré pour trouver quelque chose et au final, on nous a conseillé un plan d'aller dormir dans l'université parce que du coup, t'as plein d'étudiants qui sont pas là en plein mois d'août et du coup, ils louent des chambres. Génial. Génial. Et donc, c'est des chambres doubles. Donc, il faut imaginer des colocs, 2 lits simples et puis donc 2 petits bureaux et une micro-cuisine. Un petit frigo et 2 plaques, quoi. Et salle de bain. Et donc on avait 2 chambres. Et t'as le petit-déj qui est inclus dans un espèce de grand réfectoire. Et donc là, c'est trop drôle. T'as des retraités, t'as des couples, t'as des familles. T'avais même une équipe de foot, d'ados qui étaient là, qui venaient faire un match et qui dormaient là parce que c'est, en termes de prix, c'est nettement moins cher. Et puis, c'est un cadre assez sympa, quoi. Mais c'est un super plan. Ah ouais, super plan. Donc ça, on a fait 2 nuits là.
Soyons fous. Soyons fous. C'est pareil, en fait, c'est beaucoup d'églises, de petits musées. Puis après, se balader, en fait. Je pense que on apprécie, quand tu te balades dans la ville et que tu prends le temps, t'as l'impression de vivre un peu comme les locaux. Ouais, c'est prendre le temps de ressentir la ville, hein, et de pas avoir l'impression d'être de passage tout le temps. Parce que finalement, il se passe des choses un peu différentes. Culturellement, c'était une ville assez riche, même en termes d'histoire de l'art, ce genre de choses. Donc, voilà, c'est prendre le temps d'eux. Il y a des concerts, du coup, tu te balades et puis si tu vas un peu sur les hauteurs, tu retrouves un peu ces vignes avec des concerts dans les vignes, donc toujours ce principe des rigueurs. Donc, voilà. Il se passe trop de trucs dans les vignes. Il se passe trop de trucs dans les vignes. Ça, c'est trop chouette. Et c'était la fin, tu vois, c'est la dernière ville dans laquelle tu as encore des vignes. Donc après, passer Krems, c'est fini. Donc c'était la dernière fois qu'on pouvait en profiter. Ah bah oui, il fallait boire un coup. Il fallait boire un coup et puis manger leurs espèces de boules sucrées à la confiture d'abricot. T'imagines des Marilène Knödel. Donc le Marilène, c'est l'abricot. Et Knödel, c'est une espèce de pâte à base de pain qui fait comme une boulette. Et donc, tu as l'abricot dedans et puis tu as de la panure autour. Donc ça, c'était le grand truc de cette ville-là. Donc, tu manges ça au goûter. C'est bon, un peu bourratif, mais c'est bon. Ça n'a pas l'air. Faut aimer les pâtisseries un peu, voilà. Donc ça, c'était vraiment bien. Et puis après, dernier stop avant d'arriver à Vienne, c'était Tulln. Tulln, c'est la ville-jardin. Ils appellent ça la ville-jardin, avec beaucoup d'espaces verts. C'est la ville de l'artiste Egon Schiele. Donc c'est pareil, t'as des statues de lui partout dans la ville. Il fait quoi? C'est un peintre. C'est un peu particulier, mais c'est de la peinture. Et l'objectif de cette ville, c'était d'aller se baigner. Parce que je l'ai pas dit, mais normalement, tu peux te baigner quasiment partout dans le Danube. Sauf que la fois où on y était, il y a beaucoup d'intempéries. Et du coup, on s'était interdit de se baigner. Et donc là, il y avait un grand lac juste à côté du camping. Et donc, l'objectif, c'était de se dire aux enfants, on va à Tulln, on se baigne et après, on repart le lendemain direction Vienne. Et c'était l'objectif de fin de journée. On sent qu'il va y avoir un truc qui va pas se passer. Non, ça va bien se passer. Pardon. On arrive à Tulln. Honnêtement, on n'a pas passé 3 heures à se balader dans la ville. Il commençait à faire chaud. Direction le camping, qui est un camping assez grand, mais pas dingue en termes d'espace de tente. C'était surtout des camping-cars ou des caravanes. Et un petit espace pour planter la tente. Et là, aux joies, on reconnaît la tente et les vélos de nos copains écossais. Ah, trop bien. Donc, on se dit, ils doivent être dans le lac, tu vois. Donc, on pose notre tente, nos vélos, on part à pied avec nos maillots et on arrive là-bas. Et en fait, t'as un grand plan d'eau avec des pédalos à dispo, des petits toboggans, une espèce de guinguette avec les pieds dans le sable, un terrain de volley. Trop bien. Et en fait, à partir du moment où tu loges au camping, t'as accès gratuitement à cet endroit. Sinon, c'est payant. Donc, parfait. Il y avait beaucoup de monde? Et il y avait pas mal de monde, ouais. Mais c'est assez grand, donc t'as de la place pour tout le monde, quoi. Et donc, ils étaient dans l'eau, les Écossais, sur leur pédalo. Donc, on les a rejoints, les enfants, on les a retrouvés, ils ont fait des châteaux de sable. Donc, vraiment, vraiment super. C'était une bonne récompense de pouvoir se baigner, parce que je pense que là, on était à 30 degrés, tu vois. 30, 31. Donc, ça commençait vraiment à faire chaud. On avait eu une petite frayeur sur le chemin, parce que Gaspard nous avait fait une chute, pas méchante, hein, si tu veux, mais voilà, c'est le risque. Donc, on était content d'être arrivés. Il s'était écorché. Écorché le genou sur un truc bête, je pense, en plus. Il n'y avait pas d'obstacle. Enfin bon, je sais pas. Peut-être un moment d'inattention, tu sais, tu regardes ce qui se passe et puis hop. Et bim. Donc voilà. Donc là, vraiment une super soirée. Il y avait des tables de ping-pong, je me souviens. Et les enfants de nos copains, ils avaient jamais joué au ping-pong. Du coup, ils se sont retrouvés les 4 enfants à jouer au ping-pong, enfin, en essayant de parler, de communiquer comme ils pouvaient, parce que en anglais, c'est pas trop juste ça. Donc, ça fait aussi partie du voyage, et c'est ça qui est assez chouette. C'est qu'ils arrivent à se faire comprendre, à jouer ensemble, et tant pis s'ils parlent pas beaucoup, en fait, mais ils sont ensemble, ils jouent, et ils nous appelaient la petite famille française. Enfin, c'était rigolo. Donc, vraiment, c'était un bon moment. Avant de rejoindre Vienne, où là, mine de rien, t'as fait 10 jours, quasiment 10 jours, un peu moins, où t'as pas de voiture, où t'es dans la nature, et tu vas te dire, je vais arriver dans cette grande ville. Un petit peu de nostalgie quand même, hein. Oui, mais j'imagine. Donc, cette étape-là, elle est encore plus sympa parce que, mine de rien, tu retrouves un peu de civilisation parce qu'il y a un peu de monde, mais c'est un endroit vraiment chouette et vous avez pu vous baigner, ce que vous n'avez pas fait avant. Donc, ouais, bien vu. Ouais, c'était vraiment bien. Et après, t'avais, pour rejoindre Vienne, c'était une grosse étape par contre, parce qu'on a fait pas loin de 70 kilomètres sous une chaleur écrasante pour le coup. Aïe, aïe, aïe. Donc ça, je pense que s'il y a quelque chose à refaire, on couperait peut-être en 2. En couper, ouais. Bah oui, mais d'habitude, tu fais 40. Pourquoi là, tu t'es dit, on le fait d'un coup? 40, ouais.
Mais là, je sais pas, c'était un peu ambitieux, je pense. Les enfants étaient un peu fatigués et on n'avait pas anticipé la chaleur. Et je pense que c'était la première fois. Tu vois, on est arrivé à Vienne, il faisait 35 degrés. Donc c'était un tronçon moins beau, ça c'est vrai, moins sympa. Après, il nous est arrivé un petit péripétie à 40 minutes de Vienne. Il faisait très chaud, on s'arrêtait à un endroit pour remplir nos gourdes et en fait, il y avait des espèces de fontaines avec de l'eau très fraîche. Et donc, le contre-coup, chaleur, froid, Gaspard, il a été malade. Impossible de remonter sur son vélo. Et donc, on voyait l'heure qui tournait, sauf que nous, on avait réservé un Airbnb. Il n'y avait pas de boîte à clés. Et donc, le propriétaire nous attendait. L'enfer. Du coup, on s'est splitté parce qu'on n'avait pas le choix. Donc, c'est la première fois que ça nous arrivait. Donc, je suis partie avec Agathe récupérer les clés. Donc, normalement, c'était 40 minutes de vélo. Autant te dire que ça a été le double. Je me suis paumée dans Vienne. C'est pareil, hein. Déjà, t'as l'angoisse parce que tu laisses ton fils et ton mari et tu sais pas comment ça va se passer. Lui, il est pas très serein non plus. Tu y vas et tu te dis, bon, ok, je sors mon GPS. Il faut que je le trouve. Puis t'arrives dans cette grande ville. T'as plein de pistes cyclables, mais ça marche pas forcément comme nous, on a l'habitude. Des feux. Enfin, voilà. Bon, bref. On finit par arriver au Airbnb. On récupère les clés. Le proprio était plutôt sympa. Voilà, on était carrément en retard, mais il nous en a pas tenu rigueur, on va dire. C'est pas fait exprès. Ouais, c'est pas fait exprès, il l'a compris. Et puis, peut-être que 2 heures plus tard, les garçons nous rejoignent. 2 heures? 2 heures. Ah, en fait, il a mis du temps à récupérer. Oh, pauvre chouchou. Il y a quelqu'un qui Il avait mal au ventre? Il avait mal au ventre. Et puis, en fait, plus d'énergie. Donc, impossible de remonter sur son vélo. Tu peux pas mettre de car au départ, Vivien se dit, je vais prendre le métro, mais tu peux pas mettre le vélo dans le métro. Donc, donc l'arrivée à Vienne a été un peu sportive. On était dans un appart qui était bien, mais un peu loin du Danube. Donc, c'est vrai que il y avait une petite trotte quand même, hein. Mais vraiment, après, on a fait 4 nuits, je crois, à Vienne. Et là, c'était... Ah oui, tranquille. Ouais. Ouais, c'est une grande ville, hein. Il y a plein de choses à faire. Alors, vous avez fait quoi? Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé voir le palais de Sissi, quand même. Ah. Donc, on avait... La base. La base. Donc, Schönbrunn, le Belvédère. Donc, ça faisait partie des choses. Est-ce que vous êtes allé dans les cuisines de Schönbrunn pour faire un Apfelstrudel? Non. Oh. On n'a pas fait ça. Ça fait 2 fois que je parle de Vienne avec quelqu'un et à chaque fois, parce que moi, c'est le truc qui m'a marqué. C'est pas vrai, mais quand même un peu. Et j'avais trouvé ça génial de faire un cours de cuisine. Alors, on voit plus lui faire que nous, mais on fait un peu quand même. Et l'Apfelstrudel, quoi. Ah, génial. On en a mangé, mais on n'en a pas fait. Oui, j'imagine. Mais voilà, Schönbrunn, c'est un de mes souvenirs, à part qu'on s'est planté, qu'on n'est pas allé dans le bon sens, je sais plus, enfin bon. Et les jardins sont super. Les jardins sont super. Non, franchement, c'est très beau, ça vaut le coup. On est allé voir aussi le club d'équitation espagnol. En fait, c'est dans la Hofburg. Donc, la Hofburg, c'est là où habite le président de la République. Et en fait, c'est une école d'équitation qui remonte à Sissi. Ça me parle, oui, mais je crois que je l'ai pas fait. Donc, soit tu as un spectacle, soit tu as ce qui s'appelle la répétition. Et donc, tu les vois répéter. Et donc, c'est des figures avec les chevaux, super, dans le palace. Enfin, c'est vraiment, ça, c'est un super moment à faire avec les enfants. C'était chouette. On est allé dans la Palmenhouse, prendre le chocolat chaud. Donc, des grandes serres avec des plantes partout, où on a retrouvé nos amis écossais. Donc ça, c'était l'objectif, de passer une journée avec eux à Vienne. Et ils partaient un jour plus tôt que nous. Ah, trop bien. Donc on s'était donné rendez-vous. C'était vraiment, c'était vraiment super. On a fait beaucoup de vélo. Vous en aviez pas fait assez? Pas assez. Et tous les soirs, ça c'était sympa. On trouvait une plage différente pour aller se baigner. Et en fait, t'as la plage un peu des jeunes où t'as de la musique, tout ça. T'as la plage plutôt des locaux, un peu plus âgés, un peu plus cool. Enfin, t'as plein de plages avec des ambiances différentes. Cool. Ouais. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et on a eu jusqu'à 38, donc on a vraiment eu chaud. Donc on était bien contents de pouvoir aller se mettre un peu au frais. Donc voilà, après on a visité Karlskirche, enfin voilà, des endroits un peu comme ça. Mais déjà, rien que de faire le Belvédère, Schönbrunn et l'école d'équitation, on était déjà, voilà, c'était déjà pas mal. Si on a fait le marché là, Naschmarkt. C'est un grand marché extérieur avec plein de petits restos, des petites boutiques, et ça vit la nuit. Non, nous, on l'a fait le dimanche, donc il y avait moins de monde, mais c'était très sympa. Et t'as des locaux, t'as des trucs. Nachtmarkt, voilà. Je cherchais quel rapport avec le truc. Ok, j'ai compris. Et ça, c'était très sympa aussi. Où tu manges du goulash, espèce de ragoût, là. Donc, très bien. Franchement, c'est une belle ville et c'est vrai que ça mérite quand même d'y passer un peu de temps. L'opéra, tout ça. Et de manger tous les trucs qu'il y a là-bas. Voilà. Comment s'appelle le gâteau au chocolat, là? La Sorchertarte, ja. Avec un peu d'abricot dedans, d'ailleurs. Oui, et quelques chocolats viennois et Apfelstrudel, ça fait le job. Hein. Ça fait le job, tout à fait. Donc, on mange bien.
Et donc après, vous reprenez le train? Ouais, direct. Le train de nuit, pareil. On refait la même chose. Vienne, Paris, Paris-Rennes. Et là, c'est bon, ça se goupille bien, on vous dit pas non, il y a pas de place, vous pouvez pas y aller? Là, bon, on l'a fait comme à l'aller, hein. Tu démontes, tu remontes. Mais c'est pas grave, en fait, dans ce sens-là. Ouais, t'es un peu triste parce que tu rentres, mais en même temps, t'as tellement de choses dans la tête, tellement d'images, de souvenirs que t'es content aussi de rentrer chez toi, en fait. Voilà. Et puis, c'est encore les vacances d'été. Il y avait encore une semaine. Donc, on rentre plutôt dans un good mood. Et en fait, on est content de commencer nos vacances d'été, juste nous. Avant, après, d'enchaîner, soit avec des copains ou la famille. Tu vois, on a eu notre temps à nous, en fait. Et maintenant, on fait comme ça. Comment ils étaient, les enfants après cette épopée à vélo? Est-ce qu'il y a quand même des moments où ils râlent, ils en ont marre? Ils râlent pas. Ils râlent pas en disant j'ai pas envie de faire de vélo. Ça nous est jamais arrivé. Ils peuvent un peu galérer. Alors là, c'était plat, mais dans d'autres, sur d'autres routes où il y a un peu de montée, un peu de dénivelé, tu sens que ça tire un peu et qu'il faut s'arrêter peut-être un peu plus. Mais pour l'instant, on n'a pas eu de crise ou de voilà, j'en ai marre, je veux plus y aller ou ras-le-bol du vélo. Parce que je pense que on fait vraiment attention à faire des choses dans la journée autres que je pédale en fait. Ça peut être n'importe quoi, mais je m'arrête parce qu'il y a une plage et je vais piquer une tête. Je m'arrête parce qu'il y a un espace de jeu avec un grand pont de singe qui a l'air dingue. Et donc, du coup, voilà, ils sont refaits. Puis, ils sont deux. Donc, en fait, ils s'emmènent aussi dans leur imaginaire assez facilement. Donc, pour l'instant, non, je dois dire que ça râle pas. Mais peut-être qu'en grandissant, quand ils vont devenir plus ados, ce sera différent. Je pense que ça s'adapte, en fait. Tu vois, à chaque âge, en fait, tu peux adapter et faire des choses. Du coup, tu roules un peu plus, mais enfin, voilà, je pense que ils aiment ça. Sinon, ils râleraient. Ouais, sinon ils râleraient. Ils aiment être dehors, ils aiment être ensemble. Tu vois, Gaspard, il dit, on fait tribu. C'est son expression. Quand on est en vélo, on fait tribu. Et c'est le plaisir d'être ensemble, de jouer. On emmène plein de jeux de cartes, de dessiner. Chacun a son petit carnet de voyage. Donc, tu as des temps aussi où tu te poses et tu fais ton truc. Agathe, elle lit beaucoup. Donc, elle a besoin de son temps à la fin de la journée où elle va lire. Tu fais autre chose que de pédaler. Et je pense que ça, c'est un peu la clé. En tout cas, pour nous, pour que ça fonctionne et qu'on garde cette envie. Ça fait partie du deal, quoi. Bon, bah, passer au guide pratique. Est-ce que tu sais combien de kilomètres vous avez fait? On a fait 300 kilomètres. On a fait 300 kilomètres. Normalement, entre Linz et Vienne, ouais, on a fait même un peu plus que ça. C'est 227 kilomètres. Si tu restes, en fait, sur l'itinéraire un peu classique, mais en fait, t'as vite fait de t'arrêter, sur la journée dans une ville, tu vois, pour aller voir X ou Y, ou même à Vienne, en fait, tu fais beaucoup de vélo. Pour te déplacer, c'est grand, c'est quand même grand, cette ville, donc, Oui, bah, ne serait-ce que pour aller à Schönbrunn, c'est... voilà, c'est ça. Donc, ouais, on a bien fait plus que 300, je pense. Est-ce qu'il y avait des formalités à prévoir pour ce voyage? Aucune, à part ton billet de train. Donc ça, c'est assez agréable aussi. Oui, alors pour comment gérer la SNCF, vous repartez au début de l'épisode. Quel type de vélo vous avez? Alors, on a des vélos très standards, achetés en seconde main, des vélos Decathlon. On n'a pas de gravel ou de vélo voyage particulier. Ça fonctionne. Et ça fonctionne. Moi, j'ai toujours mal aux fesses à vélo. On peut rembourrer la selle. Après, il y a des techniques, tu vois, mais on n'a pas encore fait pour l'instant. Même pas besoin. Non. Par contre, on a fait attention à nos sacoches. Avoir quelque chose de résistant, imperméable. Ça, par contre, ouais, on fait attention. Et puis, pour l'instant, les enfants, ils grandissent encore. Donc, en fait, on change les vélos assez souvent. Mais il faut des vélos quand même assez résistants avec un bon porte-bagages, tu vois, des choses qui peuvent tenir un peu la route. Après, on a appris à changer de chambre à air, des trucs un peu classiques. Dans ces pays qui sont faits pour les vélos, dans chaque ville, t'as un petit mec qui peut t'aider, un petit magasin, ou même dans les campings, t'as toujours quelqu'un qui sait bricoler. La communauté de cyclistes, j'en ai pas parlé, mais c'est quand même assez chouette aussi. T'as toujours quelqu'un qui t'aide, tu discutes, comme les communautés de marcheurs, les randonneurs, tout ça. Enfin, quand tu crèves et que si tu sais pas changer ta roue au milieu de deux endroits, si t'as pas des copains cyclistes, des gens cyclistes qui passent pour t'aider, t'as effectivement besoin d'avoir appris avant. En même temps, je pense que c'est un peu la base quand tu fais ce genre de voyage, c'est que tu sais faire 2-3 trucs sur ton vélo avant de partir. On n'est vraiment pas des experts, c'est basique, mais on part avec des chambres à air, on part avec un petit kit. Dans les sacoches magiques, toujours, qui n'ont pas de fond. C'est un truc de ouf. Si vous avez besoin d'un tuto pour remplir vos sacoches, appelez Clémence. On le fera peut-être. Parce que j'ai l'impression qu'il y a... Mais combien de litres dans ces sacoches? Ouais, mais c'est des sacoches qui contiennent pas mal. Des sacoches, je vais pas donner les marques, mais voilà. Les sacoches sac à dos, ça fait partie des choses qu'on cherchait.
Qui se transforme en sac à dos? Qui se transforme en sac à dos. Et en fait, quand tu pars à la journée, tu vois, tu restes 2 jours à un endroit, tu pars à la journée, bah t'as un petit sac où tu mets ton pique-nique, ta gourde d'eau. Ça, on a appris, c'est bien pratique. Qu'est-ce qu'il faut surtout pas oublier quand on part pour ce type de voyage? Mine de rien, les chambres à air et la pompe. Parce que, tu vois, le dernier voyage qu'on a fait, dès le premier jour, on a crevé. Donc ça ne met pas forcément dans de bonnes dispositions. Donc ça, je trouve que c'est vraiment la base. Sur un vélo qui avait été révisé, donc en plus, voilà. Et je dirais une polaire. Ça paraît bête, mais en fait, le soir, il fait froid. On est fatigué, un truc un peu chaud, quoi, avec un truc un peu cocooning. Tu te sens bien et honnêtement, ça, c'est le plaisir du soir. Tu peux être un peu dehors ou même dans ta tente, t'as pas froid parce que moi, je trouve que ça, c'est un truc assez dur de vite avoir froid, même la nuit. Donc, des bons sacs de couchage. Ouais, mine de rien, il y a pas mal de trucs à prévoir. Voilà, à prévoir et surtout à prendre. Je pense qu'il faut investir un peu dans des trucs de qualité, quoi. Parce que effectivement, si tu dors mal toutes les nuits, ben tu vas pas bien rouler, ça va être un enfer. Et puis ce qui est génial, c'est que encore une fois, t'as pas besoin d'aller loin pour que ce soit l'aventure, quoi. T'es pas obligé de prendre le train, tu pars de chez toi. Bon, le train est une aventure en soi. Voilà, le train est une aventure en soi. Et puis ça sent, en fait, c'est des voyages qui sont à partir du moment où t'as pris tes billets de train un peu en amont, parce que c'est vrai que ça se remplit. Et nous, on avait juste réservé notre Airbnb. Tu peux échelonner aussi financièrement, tu vois. Je trouve que c'est assez facile de s'organiser pour échelonner tes dépenses et du coup, tu reviens pas avec un coup de massue après à la fin de tes vacances en disant oula. Et tu peux quand même te faire plaisir parce que effectivement, nous, on adore les pique-niques, donc ça nous dérange pas de manger de façon plus light ou plus simple à midi. Voilà. Et prévoir du chaud pour le soir. Un bon repas chaud, n'importe quoi, une bonne purée, tu vois, un truc facile, des nouilles chinoises là, les trucs. Oui, les trucs hyper sains, Voilà. sans additifs. Je pense qu'il faut lâcher prise sur certains trucs. Et la priorité, c'est la sécurité pour moi. Et c'est des repas dont tu as besoin parce que sinon, tu remontes pas sur ton vélo le lendemain, quoi. Non, c'est clair. L'activité à faire absolument avec les enfants, à part le vélo, sur cet itinéraire? Eh ben, je dirais, mais je crois que je n'en ai même pas parlé. Quand on a fait Grain-Melk, on s'est arrêté dans une ville qui s'appelle Dürstein. C'est une ville avec un château dans lequel a été enfermé Richard Cœur de Lion. La prison de Richard Cœur de Lion. Waouh! Donc les ruines sont quand même assez dingues. Donc il raconte ce qui s'est passé. Donc je trouve que c'est génial de replonger là-dedans. Et puis il y a une abbaye. Et dans cette abbaye qu'on a visitée, t'arrives dans une pièce avec des Legos. Et donc t'imagines plein de bacs de Legos et t'as la possibilité de reconstruire des parties de cette abbaye. Ah, c'est fun! Donc ça, c'était la surprise parce que on ne savait pas. Il faisait moche, donc après être allé dans les ruines de Dürstein, on s'était dit on va aller se mettre un peu au chaud. On a visité cette abbaye, il y avait personne, c'était beau et on arrive dans cette pièce avec des Legos, des énormes bacs de Legos et on a reconstruit des morceaux de l'abbaye. Donc ça, j'ai trouvé que c'était dingue. Ah mais ouais, carrément. C'est une belle surprise, c'est pas quelque chose à laquelle tu t'attends dans ce type d'endroit. Donc ça, c'était vraiment, c'est un stop qui était vraiment chouette. C'était une belle surprise et on en a tous profité. On était tous les 4 comme des gamins à reconstruire. T'as les modes d'emploi? T'as les modes d'emploi et tu choisis la partie et donc t'as en fonction des couleurs parce que c'est du bleu, du blanc et du jaune. Enfin, c'était génial. Ça, c'était vraiment une surprise géniale. Donc ça, j'invite à s'arrêter dans cette ville-là. C'est vraiment bonne étape. Bonne étape, ouais. Côté sécurité, il y a un sujet? Non, zéro. Votre camping préféré? Le camping préféré, je dirais que c'est Grain, parce que, ça va paraître bête, mais la pelouse était hyper agréable. Donc quand tu marches, quand tu as été toute la journée dans les chaussures fermées et que tu mets tes pieds dans l'herbe toute douce, et puis c'était grand. Et donc en fait, t'es pas collé aux voisins. Donc ça, c'est agréable. Tu avais vraiment des tables partout. T'as de la place, c'est confortable, les sanitaires étaient bien, c'était bien situé. Donc je dirais que c'est celui-ci. On en a un petit peu parlé, les spécialités culinaires à manger absolument sur ce trajet. Eh ben, les knoedels, là, ces espèces de boulettes à base de pâtes de pommes de terre, souvent servies avec qui sont cuites à vapeur et qui sont associées à de la viande. Donc, c'est des plats en sauce, mais moi, j'ai trouvé que c'était très bon. La pâtisserie, comme je sais jamais comment tu dis, la Sockertarte, là. La Sockertarte. Sockertarte au chocolat avec un petit peu d'abricot et un bon glaçage. Et le goulash, un goulash bien fait. Ça, c'est vraiment bon. Et l'Apfelstrudel. L'Apfelstrudel. Et tout ce qui est à base d'abricot. Le Marilène Knödel, le Marilène je sais pas quoi. C'est vraiment typique, en fait.
Et ça, c'est vraiment une découverte pareille qu'on a faite. On n'avait pas imaginé que c'était pays de l'abricot. Bah ouais, moi non plus, je savais pas. En plus, l'abricot, quand c'est bon, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Quand ils sont mûrs. Ouais. Côté budget, on s'attend à quoi? Tu l'as dit, c'est pas le plus lourd. Non, parce que le train, on en a eu pour 300 €, tu vois, aller-retour. Donc honnêtement, alors on a des cartes SNCF, mais pas non plus parce que Gaspard il paye pas encore grand-chose, donc ça joue. Mais honnêtement, lycée c'est carrément rentable. Et après c'est plus là-bas c'est comme nous, hein, en termes de niveau de vie, tout ce qui est nourriture, c'est comme nous. Et les campings, c'était quel type de budget? Et les campings, c'est 20 € la nuit à 4. Tu réserves pas. Enfin, voilà. Et puis, t'as toujours un frigo collectif. Donc ça, c'est pas mal aussi. Quand tu restes 2 jours à un endroit, tu peux te permettre d'acheter, je sais pas, un yaourt frais pour le lendemain matin ou du lait. Donc non, franchement, je recommande parce que financièrement, c'est carrément accessible. Encore une fois, c'est juste le transport qui est le plus cher. Nous, on a fait le choix d'emmener nos vélos. Oui, après, tu peux effectivement louer ton vélo. Mais là, t'en as pour 15 € la journée, ça va vite. Hein. Nous, on avait fait ça en Hollande, on en avait emmené 2 et on en avait loué 2. Et ça nous avait coûté beaucoup plus cher. Et là, on s'est dit, non, en fait, on emmène les 4. Tant pis, c'est un peu de logistique, mais en fait, financièrement, on s'y retrouve. Quoi. On sort de ce voyage, je fais appel à ta mémoire de voyageuse. Est-ce que tu as une anecdote, un truc qui t'est arrivé lors d'un de tes précédents voyages et dont tu te serais bien passé? Tu vois, cette question, j'avais répondu Gaspard malade, parce que ça, je crois que c'est la première fois où j'ai vraiment stressé, et pour lui, et pour me dire, moi, est-ce que je vais être capable d'emmener ma fille toute seule dans cette ville que je ne connais pas, avec cette pointe de stress. J'avoue que c'était la première fois sur les voyages que ça m'a vraiment, voilà, j'ai dû montrer que j'étais rassurante, quoi. C'était pas gagné. Hein. Si, je te promets, on arrive dans 10 minutes, une demi-heure après, elle n'est toujours pas arrivée. C'est à droite, au bout. Ouais, c'est ça, j'avoue que donc c'était pas confortable du tout. Mais je pense que c'est le truc le pire qui me soit arrivé dans ce. Et dans tous tes voyages confondus? Dans tous les voyages, ouais. On a très peu eu de panne technique, on a très peu eu, tu vois. Ça et peut-être le premier qu'on a fait où les enfants avaient 5 et 7 sur la Vélodyssée où là, je pense qu'on était beaucoup trop chargés. Donc c'était lourd. Donc les enfants étaient chacun sur leur vélo, donc ils étaient autonomes, ça c'était bien et ils ont tenu. Mais par contre, on avait 2 tentes et donc tous les jours on bougeait et tous les jours t'arrives, t'as ta journée dans les pattes et tu dois monter ton campement et tu repars le lendemain. Et là, les enfants, ils t'aident pas pour monter la tente parce qu'ils sont petits et qu'ils vont jouer. Donc en fait, ça j'ai un souvenir de t'as l'impression d'être dans la logistique tout le temps. Et c'est pour ça qu'on a changé complètement, qu'on prend plus de tentes, qu'on a changé notre façon de faire. Parce que on avait l'impression d'être dans la logistique. Vous avez appris? On a appris, mais aussi parce que les enfants grandissent. Hein, je pense que c'est aussi différent. Mais ça, j'avais ce premier voyage-là, et pourtant j'ai plein de bons souvenirs. Mais ce côté logistique était très présent. Votre prochaine destination en famille? C'est l'Angleterre. On part en Angleterre, dans le Devon. Donc l'objectif, c'est de prendre le bateau à Roscoff jusqu'à Plymouth. Et donc là, après, on roule sur la côte. Là, c'est un peu plus sportif parce que c'est pas très plat. Ah, oups. Ça va changer un peu, mais ça a l'air magnifique. Et l'objectif, c'était de se dire, on va parler un peu anglais. Et puis, on a la chance de pouvoir y aller facilement de la Bretagne. Donc ça, c'est ça, cet été. Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast? Le Pérou. J'aimerais beaucoup aller au Pérou. J'en ai un il y a longtemps, mais ça se redemande parce que tous les voyages sont différents. Donc, pourquoi pas refaire un épisode au Pérou? Pérou et Mongolie, c'est les deux. Ah, mais j'ai aussi. Ah, bon, voilà. T'as de quoi écouter. Super. Pour finir, ma petite question signature, c'est pas la dernière, mais c'est la presque dernière. Pourquoi tu aimes voyager en famille et surtout à vélo? Pourquoi j'aime voyager en famille? C'est le temps. En fait, c'est du temps quali ensemble. En fait, on est présents les uns avec les autres. Et ce que j'aime, c'est de voir aussi les facettes de leur personnalité qui peuvent se révéler lors de ces voyages face à des situations imprévues ou l'entraide qu'il peut y avoir aussi entre eux, voilà, ou entre nous. Et je trouve que c'est des moments où on est pleinement ensemble. Et ça, c'est quand même magique dans la nature. Je trouve que ça apporte quelque chose de différent. Ça nous sort de notre quotidien. Ça nous apprend à regarder différemment puisqu'on n'est pas attiré par les mêmes choses. Et c'est ça qui est sympa aussi, je trouve, de voyager avec des enfants. C'est qu'ils vont être attirés par quelque chose que toi, tu ne vas pas forcément remarquer ou plus voir.
Et en fait, tu les redécouvres et ça te permet de rencontrer des gens ou d'aller dans des endroits auxquels tu n'aurais pas forcément pensé. Donc ça, c'est vraiment chouette. Mais je trouve que de les voir grandir comme ça, à travers le voyage, tout, je trouve que c'est assez magique. Dernière question, si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver? On a créé un blog qui s'appelle La Petite Famille à vélo. Donc vous pouvez aller voir où on est vraiment sur du récit, donc on raconte nos différentes aventures à hauteur d'enfants. Les enfants, ils ont leur propre rubrique, donc ils racontent aussi leurs souvenirs, ce qu'ils aiment, voilà. Donc ça, c'est un peu la ligne éditoriale. Et puis sur Instagram, pareil, La Petite Famille à vélo. L'objectif, c'est d'emmener les familles sur leur vélo, dehors, voilà, d'aller dehors. Merci beaucoup Clémence pour ce chouette carnet de voyage le long du Danube. Un grand merci à toi, c'était chouette de revivre cette aventure. À bientôt. À bientôt. Et voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager aux parents qui cherchent de nouvelles destinations testées et approuvées, et aussi à ceux qui pensent encore que voyager en famille, c'est un parcours du combattant. Alors en fait, parfois ça l'est, mais pas plus que sans les enfants, et surtout c'est tellement plus chouette avec eux. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur la plateforme que vous utilisez en ce moment. Ce serait vraiment dommage de louper les prochaines destinations. Comme d'habitude, toutes les infos de l'épisode sont sur le blog famille et voyage avec un s.com. Et si vous avez envie de papoter, de poser une question, de proposer une destination ou un invité, retrouvez-moi sur Instagram à Famille et Voyage, toujours avec un S. À très vite pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.